On commence par l'étrange, puis on plonge dans l'inquiétant. Numéro 1, le culte russe de la fin du monde. En 2007, la Russie a offert au monde un cadeau singulier. Une secte apocalyptique qui a décidé de s'enfermer volontairement dans une grotte pour attendre la fin du monde. Pourquoi ? Parce qu'un ancien architecte a affirmé que l'apocalypse arrivait. Et pourquoi ça a fait le tour du monde ? Parce qu'ils ont emmené des enfants, laissé des sur place, et sont restés 6 mois là-dedans. Ah, et l'apocalypse n'est jamais venu. Mais avant de te raconter comment tout cela se termine, et oui, ça part en vrille, revenons au début. Voici Piotr Kuznetsov, un gars qui dessinait des immeubles et qui un jour s'est mis à dessiner des paniques religieuses. Et il disait recevoir des messages de Dieu et a fondé sa propre secte, la véritable église orthodoxe russe. Spoiler, aucun lien avec l'église orthodoxe officielle. Selon lui, les codes barres étaient le 666, les passeports étaient démoniaques, la technologie corrompait l'âme, et la nourriture industrielle était littéralement satanique. Il a parcouru les campagnes russes pour prêcher à des gens pauvres, isolés ou simplement fans de fin du monde. Il était tellement dévoué à sa vision qu'il ne dormait jamais la nuit, parce que selon lui, le diable bosse en heure sup après 22 heures. Avec quelques fidèles, les règles ont commencé à pleuvoir. Télé interdite, argent maudit, livres uniquement religieux, téléphone l'enfer en rectangle, nourriture avec code barre impensable, contact avec le monde extérieur coupé net. Car pour eux, ce qui était normal était une menace spirituelle. Mais avec le temps, même les plus croyants ont commencé à poser la question. C'est pour quand la fin du monde ? Kuznetsov leur a donné une date précise, mai 2008. Mettez une alarme ou pas, les horloges numériques aussi peuvent être possédées. Et là, il a sorti son plan génial. Aller vivre dans une grotte, littéralement une grotte froide, sombre, paumée dans la région du Penza au sud-ouest de la Russie. Pour s'y préparer, il fallait vendre tous ses biens, maisons, vêtements, souvenirs, tout. Et Kuznetsov ? Il est resté dehors, parce qu'il avait une mission supérieure. Et il a été arrêté, oui, mais ses fidèles, eux, sont restés enfermés dans la grotte, dévots et bien enterrés. À l'intérieur, c'était l'enfer, littéralement. L'air est devenu toxique, la grotte a commencé à s'effondrer, 2 personnes sont mortes. Leurs corps sont restés là, ce qui a provoqué une accumulation de gaz dangereux. Au fil des mois, certains sont sortis, amaigris, affaiblis, et avec une tête de « pourquoi le ciel ne nous tombe toujours pas sur la tête ?» Mais un petit groupe refusait encore de partir, parce qu'après tout cet effort, ce n'était plus de la foi, c'était de l'orgueil. Alors les autorités ont tenté autre chose. Ils ont amené une vache vivante à l'entrée de la grotte. Ouais, une vache. Comme ils refusaient tout produit avec des codes barres, ils se sont dit bon, le lait directement à la source, ça passe. On avait donc des gens en train de boire du lait cru devant une grotte tout à fait normale. Piotr Kuznetsov a connu un effondrement psychologique qui a été hospitalisé. Numéro 2, Aum Shinrikyo, la secte apocalyptique japonaise. Imaginez un simple cours de yoga qui se transforme en prophétie de fin du monde. C'est comme ça que commence l'histoire d'Aum Shinrikyo, un mouvement religieux fondé à Tokyo à la fin des années 80 par Shoko Asahara. De son vrai nom, Shizuo Matsumoto. À l'origine, il enseignait des techniques de méditation et de yoga, mais très vite, ces séances prennent une tournure étrange. Il commence à parler de visions, de catastrophes imminentes et à se présenter comme le Christ réincarné. Son discours séduit des milliers de Japonais, en particulier des jeunes brillants, diplômés des meilleures universités. Médecins, physiciens, ingénieurs, ils abandonnent leur avenir prometteur pour le suivre. Asahara prêche que l'apocalypse est inévitable, qu'elle aura lieu en 1997 et que seuls les membres d'Aum y survivront. À l'intérieur des complexes de la secte, la vie est dure. Les adeptes dorment très peu, mangent principalement du riz, subissent des rituels extrêmes comme des bains glacés ou des suspensions à la tête en bas. Certains sont forcés de couper tout contact avec leur famille et de donner toutes leurs possessions à la secte. Aum amasse ainsi une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais surtout, Asahara va beaucoup plus loin. Il met en place une véritable structure parallèle avec ses propres départements, y compris un département scientifique chargé de développer des substances dangereuses. Des expériences sont menées sur certains agents pathogènes. Et la secte tente même, sans succès, de se procurer un virus hautement contagieux lors d'un voyage en Afrique en 1992. En juin 1994, Aum teste pour la première fois une substance toxique dans la ville de Matsumoto. Résultat, plusieurs décès, plus de 500 blessés. Personne ne soupçonne encore la secte. Jusqu'au 20 mars 1995. Ce jour-là, 5 membres d'Aum Shinrikyo montent à bord de plusieurs rames de métro de Tokyo, à l'heure de pointe. Dans leur sac, des poches remplies de produits chimiques liquides. Ils les percent à l'aide de parapluies modifiés, puis quittent les lieux.
En quelques minutes, des dizaines de passagers s'effondrent, victimes de malaises sévères, troubles visuels et difficultés respiratoires. Le bilan fait état de 13 victimes et plus d'1 millier sont blessés. Le Japon, réputé pour sa sécurité, découvre qu'une secte a non seulement produit des substances nocives, mais les a utilisées en plein cœur de la capitale. L'enquête permet de remonter rapidement jusqu'à la secte. Lors des perquisitions, la police découvre des laboratoires, des stocks de produits chimiques et même un hélicoptère comme compté utilisé pour répandre le gaz à grande échelle. Shoko Asahara est arrêté quelques semaines plus tard, caché dans une petite cellule secrète du quartier général de la secte. Son procès durera plusieurs années. En juillet 2018, Asahara est exécuté par les autorités en même temps que 6 de ses proches lieutenants. 3 semaines plus tard, 6 autres membres clés subissent le même sort. Aujourd'hui, Aum Shinrikyo n'existe plus sous ce nom, mais certains de ses anciens disciples poursuivent encore ses enseignements sous d'autres appellations. 3. Heaven's Gate, le départ cosmique. En 1997, alors que des millions de personnes observaient la comète Hale-Bopp dans le ciel nocturne, un groupe californien y voyait un signe. Le moment tant attendu d'un passage vers un autre monde. Le 26 mars 1997, la police découvrit les corps de 39 personnes dans une maison de Rancho Santa Fe en Californie. Tous portaient des vêtements noirs identiques, des baskets Nike Decades et chacun avait 5,75 $ en poche. Ce n'était pas une scène de crime ordinaire, mais un départ planifié, orchestré par Marshall Applewhite, surnommé Doe, leader du groupe Heaven's Gate. L'histoire de la secte commence en 1974 lorsqu'Applewhite, ancien professeur de musique et fils de pasteur, rencontre Bonnie Nettles, une infirmière passionnée d'ésotérisme. Ensemble, ils se proclament les 2 témoins de l'apocalypse, attirant progressivement des adeptes. Leur croyance, les corps humains sont des véhicules temporaires pour l'âme, et un vaisseau spatial viendra les emmener vers un niveau supérieur. La communauté vit dans une discipline extrême, vie en groupe, abstinence totale, suppression de toute individualité. La sexualité est interdite et même la castration est pratiquée. Après la mort de Nettles en 1985, Applewhite modifie la doctrine. Son âme aurait quitté son véhicule pour rejoindre le vaisseau, prouvant que la mort physique n'était qu'un passage. Cela devient le cœur de leur foi. Sur leur site web Higher Source, le groupe annonce que la comète Hale-Bopp est le signe que l'heure de départ est enfin arrivée. Ils appellent cela la remise des diplômes du niveau humain. Et pour eux, cette étape passe par un passage vers une autre dimension. Les préparatifs sont méthodiques. Les membres enregistrent des messages de départ sereins et souriants. Le départ collectif a lieu en 3 vagues sur 3 jours. À chaque étape, les survivants nettoient, organisent, puis se préparent à leur tour. Le protocole, ingestion d'une substance spécifique mélangée à de l'alcool, suivi de l'utilisation d'un sac plastique placé sur la tête pour faciliter le processus. Le plus troublant, leur calme, leur joie. Dans les vidéos de départ, ils ne parlent pas de fin, mais de transformation. Ce n'est pas un départ, c'est une transition, disent-ils. Une montée vers l'équipage du vaisseau spatial qui, selon eux, suivrait la comète Hale-Bopp. Heaven's Gate aura existé pendant 23 ans, passant de simples conférences New Age à l'un des passages collectifs les plus marquants de l'histoire moderne. Numéro 4. L'ordre du Temple solaire, le départ mystique. De l'autre côté de l'Atlantique, un groupe encore plus sophistiqué préparait son propre transit cosmique. Entre 1994 et 1997, la découverte de 74 personnes décédées en Suisse, en France et au Canada révéla au monde l'existence de l'Ordre du Temple solaire, l'OTS, une organisation qui attirait non pas des marginaux, mais des membres de l'élite intellectuelle et financière européenne. Contrairement à la plupart des mouvements spirituels apocalyptiques, l'OTS séduisait des médecins, des avocats, des politiciens et des hommes d'affaires aisés. À sa tête, un duo improbable, Joseph Dimambro, bijoutier français passionné d'ésotérisme, et Luc Jouret, médecin belge charismatique. Ensemble, ils fondèrent en 1984 une organisation prétendant perpétuer l'héritage des chevaliers templiers. Dans des temples soigneusement décorés, Dimambro orchestrait des cérémonies mêlant ésotérisme et mise en scène théâtrale. Des effets lumineux, des apparitions spectrales et une musique envoûtante créaient l'illusion de manifestations surnaturelles. Les initiés, souvent fortunés, payaient des sommes importantes pour assister à ces rituels, persuadés qu'ils communiquaient avec les maîtres cosmiques venus de Sirius, l'étoile considérée comme leur foyer d'origine. Mais l'OTS n'était pas un simple cercle ésotérique pour privilégiés. Inspiré par les récits de Jack Breyer, sa doctrine véhiculait une vision apocalyptique du monde. La fin du cycle terrestre était proche, et seuls les initiés pourraient transiter vers Sirius. Ce transit n'était pas vu comme une fin de vie, mais comme une libération volontaire de l'âme, un passage vers une réalité supérieure. Le groupe instaurait un contrôle étroit sur la vie de ses membres.
Dimambro imposait ce qu'il appelait des mariages cosmiques, séparant et réassignant les couples selon les prétendues volontés des maîtres célestes. Il prônait l'engendrement d'enfants cosmiques, censés incarner une nouvelle conscience pour l'humanité. Avec sa compagne Dominique Bellatone, il eut une fille qu'il considérait comme spirituellement élue. La dérive devint fatale lorsque Dimambro, affaibli et paranoïaque, perçut comme une menace la naissance d'Emmanuel Dutoit, fils d'un membre dissident. Le 30 septembre 1994, l'enfant de 3 mois fut avec ses parents dans un chalet de Morin Heights au Québec. Dimambro, persuadé que l'enfant était ordonna leur disparition. Quelques jours plus tard, la première vague de départ collectif eut lieu. Le 5 octobre 1994, 53 personnes furent découvertes dans des chalets suisses et québécois, disposés dans des formations rituelles. Les lieux furent ensuite incendiés, détruisant toute preuve possible de ce qu'on ne savait pas encore appeler départ volontaire ou tragédie. Un an plus tard, en décembre 1995, 16 autres adeptes furent retrouvés sans vie dans le massif du Vercors, près de Grenoble. Également vêtus de tenues rituelles et disposés en cercle, le dernier acte se joua à Saint-Casimir au Québec le 22 mars 1997. Numéro 5, la famille Manson, l'horreur à Hollywood. À la fin des années 60, alors que la Californie baignait dans des idéaux de paix, de liberté et de révolution culturelle, une série de crimes violents est venue briser cette illusion. L'été 69, les États-Unis découvrent avec horreur l'existence d'un groupe qui vivait en marge de la société sous l'influence d'un homme contrôleur, Charles Manson. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, 5 membres de son groupe, qu'ils appelaient le groupe, envahissent la maison de l'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois. Elle est tuée avec 4 de ses amis dans une scène de brutalité choquante. Le lendemain, Leno et Rosemary LaBianca, un couple de classe moyenne, sont eux aussi chez eux. Des messages énigmatiques sont retrouvés sur les murs, écrits dans une matière inquiétante. Mais qui était Charles Manson? Né en 1934, élevé dans la pauvreté, Manson passe sa jeunesse entre foyer et prison. Quand il est libéré en 1967, il s'installe à San Francisco en pleine vague hippie. Charismatique et rusé, il commence à rassembler autour de lui de jeunes femmes et hommes vulnérables, souvent en rupture avec leur famille. Il se présente comme une sorte de prophète, voire de Christ réincarné, prêchant une philosophie tordue mêlant apocalypse, musique et conflits sociaux. Manson affirme que lui et sa famille survivraient en se cachant dans le désert avant de revenir gouverner un nouveau monde. Le groupe vit dans un ancien décor de western abandonné, le Spon Ranch près de Los Angeles. Coupés du monde, les membres du groupe y vivent sous l'influence constante d'une ambiance de relations partagées, d'obéissance absolue et de fanatisme. Manson contrôle tout. Qui couche avec qui mange quoi, qui parle à l'extérieur. Il se prend pour un messie et ses fidèles le croient. Manson est reconnu coupable d'avoir tout orchestré. En 1971, lui et plusieurs de ses disciples sont condamnés à une peine de prison à vie, peine commuée en prison à vie l'année suivante. Charles Manson décède en incarcération en 2017 à 83 ans. Certains membres du groupe sont encore incarcérés aujourd'hui. Cette affaire a marqué la fin du rêve hippie, révélant qu'un sourire, une guitare et quelques paroles déformées pouvaient suffire à faire sombrer des vies dans la tragédie.